Salut à tous, installez-vous confortablement, prenez un café ou ce que vous voulez parce qu'aujourd'hui je vous embarque pour un voyage hors du commun, un de ces périples qui bousculent nos certitudes et qui nous force à redéfinir ce que signifie vraiment le mot liberté. Imaginez un instant que vous coupiez tous les ponts avec votre quotidien. Plus de réveils qui sonnent à 6 heures du matin, plus de factures d'électricité qui s'accumulent dans la boîte aux lettres, plus de loyers exorbitants à payer chaque mois, et surtout, plus aucune règle, plus aucun patron, plus de police, plus de gouvernement pour vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devez penser. Ça ressemble à un rêve éveillé, ou peut être un scénario de film post-apocalyptique, n'est-ce pas? Eh bien, cet endroit existe bel et bien, et il ne se trouve pas sur une île déserte, oubliée de tous, mais en plein cœur des États-Unis, à seulement quelques heures de route des paillettes de Los Angeles et des villas luxueuses de Palm Springs. Bienvenue à Slab City, un patchwork de caravanes, de tentes et de structures artistiques improbables plantées au milieu du désert de la Sonore en Californie. Cet endroit, ceux qui y vivent le décrivent fièrement comme le dernier lieu libre d'Amérique. C'est une zone de non-droit, mais pas au sens criminel du terme, plutôt dans le sens où l'autorité humaine y a été totalement gommée pour laisser place à une existence brute, sans filtre, où tout est gratuit et où chacun est renvoyé à sa propre responsabilité. Mais alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mirage de liberté absolue? Est-ce qu'on y vit une utopie libertaire idyllique, où l'humain retrouve sa vraie nature spirituelle? Ou est-ce qu'on parle plutôt d'une lutte sauvage au quotidien pour la survie, une bataille permanente contre les éléments et contre les dérives de l'anarchie? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. En plongeant dans les entrailles de cette communauté fascinante, en décortiquant ses codes secrets et en allant à la rencontre de ceux qui ont choisi de tout quitter pour habiter ce bout de nulle part. Pour comprendre comment un tel ovni sociologique a pu voir le jour, il faut remonter un peu le temps et s'intéresser aux fantômes du passé qui hantent encore ce sol poussiéreux. L'histoire de Slab City est intimement liée à la folie des hommes et à la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, l'armée américaine cherche un endroit isolé, immense et hostile pour entraîner ses troupes aux conditions extrêmes avant de les envoyer sur les fronts européens et du Pacifique. C'est ainsi qu'en plein désert californien surgit de terre une base militaire d'envergure appelée Camp Dunlap. Pendant des années, les chenilles des chars ont labouré le sable, les tirs d'artillerie ont fait trembler les montagnes environnantes et des milliers de jeunes soldats y ont appris l'art de la guerre. Cette base a joué un rôle crucial dans l'effort militaire du pays, mais une fois la paix revenue, l'utilité d'un tel complexe s'est rapidement évaporée. En 1956, l'armée plie bagage, démonte les superstructures, embarque le matériel lourd et abandonne le site à la nature. Mais ils n'ont pas tout rasé. Ce qu'ils ont laissé derrière eux, ce sont les immenses dalles de béton qui servaient de fondation aux casernes, aux hangars et aux réfectoires. En anglais, une dalle se dit slab. Et voilà, le nom était trouvé, les fondations de la future légende étaient coulées dans le ciment. Pendant quelques années, le lieu est resté une ville fantôme, un champ de ruines balayé par les vents thermiques. Mais dans les années 60 et 70, l'Amérique traverse une crise identitaire profonde avec la guerre du Vietnam, l'émergence des mouvements hippies et une contestation globale du modèle capitaliste matérialiste. C'est à ce moment-là que les premiers pionniers d'un genre nouveau commencent à affluer, des objecteurs de conscience, des vétérans traumatisés qui ne trouvaient plus leur place dans la société, des artistes marginaux à la recherche d'une toile vierge monumentale, et des amoureux d'une liberté radicale ont vu dans ces dalles abandonnées une opportunité unique. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient de l'audace. Ils ont garé leur vieux vent, planté leur tente de fortune directement sur le béton militaire et ont commencé à construire une existence alternative à partir de morceaux de bois flottés, de tôles froissées et de matériaux de récupération trouvés ici et là. Au fil des décennies, ce qui n'était qu'un squat de marginaux s'est transformé en un mythe vivant, un phare culturel pour tous les délaissés du rêve américain, prouvant qu'une autre manière de vivre ensemble était possible, loin des dictats de la modernité. Aujourd'hui, quand on arrive à Slab City pour la première fois, le choc visuel et psychologique est total. De l'extérieur, pour un œil non averti habitué au confort urbain et à l'ordre millimétré de nos villes occidentales, l'endroit peut ressembler à un chaos sans nom, une décharge à ciel ouvert où s'entassent les débris d'une civilisation en ruine. Mais si vous prenez le temps de vous arrêter, de couper le moteur de votre voiture et de regarder vraiment, vous vous apercevez que ce chaos apparent obéit à une logique interne très subtile. Il n'y a pas de maire, pas de cadastre, pas de ligne de délimitation de propriété, et pourtant, les gens ne se marchent pas sur les pieds.
Une culture de la tolérance et des règles de vie non écrites se sont forgées au fil du temps, portées par une solidarité communautaire organique indispensable. Vivre ici, ce n'est pas simplement refuser la société, c'est inventer un nouveau contrat social, où la liberté des uns ne s'arrête pas là où commence celle des autres, mais où elle s'enrichit de celle des autres. Pour bien saisir l'essence de cet équilibre précaire et comprendre ce qui pousse un être humain à abandonner le confort moderne pour embrasser cette vie de bohème désertique, il n'y a rien de mieux que d'écouter les trajectoires personnelles des résidents. Prenez l'histoire de Robert Lane, par exemple. C'est le genre de parcours qui résume à lui seul toute la magie et la singularité de Slab City. Robert n'est pas né dans le désert, il a eu une vie tout à fait normale avant d'arriver ici il y a un peu plus de 2 ans. Au départ, il venait juste pour passer quelques jours, pour rendre visite à un ami qui s'était installé dans un des camps de la communauté. Il pensait voir du pays, respirer le grand air et repartir vers sa routine. Mais le destin en a décidé autrement lors d'une discussion au coin du feu. Son ami, fatigué par la rudesse du climat, ou peu, être appelé par d'autres horizons, lui a fait une proposition complètement surréaliste, le genre de deal qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur cette planète. Il l'a regardé et lui a dit « Écoute Robert, si tu me donnes ta voiture, je te laisse ma place ici au camp, avec tout ce qu'il y a dedans, mes installations de fortune et mon lopin de sable. » Robert est resté sans voix. Il a passé toute la nuit à réfléchir, le regard perdu dans les flammes du feu de camp, pesant le pour et le contre. D'un côté, il laissait son moyen de transport, son ancrage avec le monde extérieur. De l'autre, on lui offrait un espace de vie permanent dans le lieu le plus libre de la Terre, sans aucune transaction bancaire, sans notaire, sans hypothèque. Le lendemain matin, il a pris sa décision, il a tendu les clés de sa voiture à son ami, a serré sa main, et depuis ce jour, il n'a plus jamais quitté Slab City. Quand vous discutez avec lui aujourd'hui, assis sur une vieille chaise pliante décolorée par le soleil, il y a une paix profonde qui émane de son regard. Il vous explique avec des mots très simples que la pression invisible mais étouffante de la société de consommation s'est évaporée le jour où il a accepté ce marché. Il n'a plus à courir après l'argent pour payer des factures d'eau ou d'électricité qui tombent chaque mois comme des couperets. Il est le seul maître de son temps. Mais Robert est aussi un homme lucide. Il ne cherche pas à idéaliser la situation. Il insiste bien sur le fait que cette absence totale d'autorité et de filet de sécurité implique une contrepartie immense, celle d'une responsabilité individuelle absolue. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne gères pas tes ressources, si tu te laisses aller, le désert t'avalera sans pitié. La liberté ici n'est pas un cadeau passif, c'est un travail de chaque instant. Cette dynamique communautaire unique se vérifie dans la gestion quotidienne de la sécurité et de la justice à l'intérieur des slabs. Comment fait-on pour maintenir la paix sociale quand il n'y a pas de patrouille de police, pas de tribunaux et pas de loi écrite? C'est une question que tous les sociologues se posent et la réponse de Slab City est fascinante. Elle repose sur le principe fondamental du vivre et laisser vivre. Tant que vos actions ne nuisent pas à la communauté et n'empiètent pas sur la liberté d'autrui, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez chanter nu sous la lune, peindre votre caravane en rose bonbon, professer des théories philosophiques farfelues. Personne ne viendra vous juger ou vous verbaliser. Le respect de la singularité de l'autre est sacré. Cependant, il y a des lignes rouges à ne pas franchir, des valeurs fondamentales que la communauté protège avec une ferveur quasi religieuse. La protection des plus vulnérables, en particulier les enfants et les animaux, est non négociable. Si quelqu'un commet l'irréparable, s'il lève la main sur un enfant ou s'il fait preuve de cruauté envers un animal, le système de tolérance s'effondre instantanément pour laisser la place à ce que les habitants appellent la justice de Slab. C'est une forme d'intervention collective, directe et implacable. Pas besoin de paperasse ou de longues procédures, la communauté se rassemble, évalue les faits et prend des mesures immédiates. Prenons l'exemple du vol, qui est l'un des délits les plus graves dans un environnement où chacun possède si peu et où chaque outil, chaque panneau solaire peut être une question de vie ou de mort. Si une personne est suspectée de vol, les anciens et les membres respectés du camp mènent l'enquête. Si la culpabilité est avérée, la sentence tombe. Elle peut aller de la restitution forcée des biens avec excuse publique jusqu'à l'expulsion pure et simple de la communauté. Le coupable voit son campement démantelé ou confisqué et il est raccompagné manu militari à la limite du territoire avec interdiction formelle de revenir sous peine de représailles beaucoup plus sévères. Robert Lane l'explique très bien. Ici, nous n'avons pas le luxe d'attendre qu'une voiture de police arrive de la ville voisine qui se trouve de toute façon à des dizaines de kilomètres. Nous sommes notre propre police, notre propre tribunal. Si quelqu'un brise le pacte de confiance et menace la sécurité collective, c'est tout le groupe qui se lève comme un seul homme pour extirper le problème. C'est une justice brute, parfois perçue comme brutale par les gens de l'extérieur,
mais c'est le seul rempart efficace contre l'anarchie destructrice. Pourtant, au-delà de ces mécanismes de régulation parfois stricts, Slab City est avant tout un lieu d'échange, de partage et de haute sociabilité, et le cœur battant de cette vie sociale se trouve dans un endroit tout à fait surprenant pour une communauté hors réseau, le café internet de Rob. Imaginez une petite structure en bois de récupération, surmontée de panneaux solaires photovoltaïques d'un autre âge, qui fait office de hub technologique et de salon de coiffure intellectuelle pour tout le désert. C'est ici que la magie de la connexion humaine opère chaque matin. Grâce à l'énergie capturée pendant la journée et stockée dans un assemblage hétéroclite de vieilles batteries de camions, Rob a réussi à créer un espace où les résidents peuvent venir recharger leur téléphone portable, envoyer un email à leur famille pour donner des nouvelles, ou simplement consulter les actualités du monde qu'ils ont quitté. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est la personnalité même de Rob. Ce gars-là passe ses matinées entières, dès l'aube, à préparer d'immenses marmites de café bien chaud pour tous ses visiteurs, à peaufiner les arômes, à offrir le meilleur service possible avec un sourire chaleureux. Et pourtant, si vous lui posez la question, il vous avouera avec un rire franc qu'il a une sainte horreur du café, qu'il déteste ça et qu'il n'en boit jamais une seule goutte. Je fais ça uniquement pour les autres, vous dira-t-il, parce que je sais à quel point ce petit rituel du matin est important pour maintenir le lien social, pour permettre aux gens de se poser, de discuter, d'échanger des idées ou de trouver ensemble des solutions aux problèmes concrets de la communauté. Le Café de Rob n'est pas un commerce. C'est un service public autogéré, un point d'ancrage émotionnel où l'on vient chercher de la chaleur humaine autant que de l'électricité. C'est là que se planifient les grands chantiers collectifs, que se règlent les petits différends de voisinage autour d'une tasse fumante, et que se tisse au jour le jour la trame serrée de cette micro-société. La vie à Slab City est aussi rythmée par un phénomène environnemental et démographique très particulier, une sorte de respiration annuelle dictée par la loi implacable de la nature. La population de la ville est tout sauf stable, elle fluctue de manière spectaculaire, au gré des saisons. Pendant les mois d'été, le désert de la Sonore se transforme en une véritable fournaise, un enfer sur Terre où les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius à l'ombre, s'il y en avait. L'air devient irrespirable, le sol brûle les pieds à travers les semelles des chaussures, et la moindre activité physique devient un calvaire. À cette période de l'année, la grande majorité des habitants quittent les lieux pour chercher des cieux plus cléments. Ne restent alors sur place que les durs à cuire, les résistants de la première heure, une communauté d'environ 200 à 300 personnes que rien ne semble pouvoir ébranler. Ces résidents permanents sont des êtres à part, des gens qui ont appris à faire corps avec le désert, à ralentir leur métabolisme, à vivre la nuit et à somnoler le jour pour survivre à la canicule. Mais dès que l'automne pointe son nez et que les températures redeviennent supportables, un spectacle incroyable se produit. Slab City sort de sa torpeur hivernale avant l'heure et voit sa population multipliée par 10 pour atteindre parfois plus de 2000 habitants. C'est la grande migration des oiseaux d'hiver, les snowbirds comme on les appelle ici. Qui sont ces gens ? Ce sont des retraités en camping-car qui refusent de passer l'hiver dans le froid du Nord ou du Canada. Des voyageurs au long cours, des travailleurs saisonniers, des nomades modernes qui trouvent ici un refuge accueillant, gratuit et ensoleillé pour passer les mois d'hiver. Les dalles en béton se couvrent à nouveau de tentes, de caravanes rutilantes ou de vieux bus scolaires aménagés. L'ambiance devient festive, cosmopolite, les cultures se mélangent, les histoires s'entrecroisent. C'est une période d'effervescence culturelle et artistique intense, avant que les premières chaleurs du printemps ne viennent sonner le signal du départ, vidant à nouveau la ville de ses visiteurs éphémères et laissant les résidents permanents face à leur solitude et à leur désert bien-aimé. Vivre au quotidien dans un tel endroit, sans aucune des infrastructures de base que nous considérons comme acquises, relève d'un exploit technique et logistique de chaque instant. À Slab City, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité de réseau, pas de système d'égout, ni de ramassage des ordures. Vous êtes totalement livré à vous-même pour subvenir à vos besoins vitaux. Prenons la question de l'eau, qui est la ressource la plus précieuse et la plus rationnée dans ce milieu aride. Pour s'approvisionner, les habitants doivent s'organiser et faire régulièrement des expéditions dans les petites villes environnantes, comme Nyland, située à plusieurs kilomètres de là, pour remplir d'immenses bidons en plastique, des jerrycans qui chargent à l'arrière de vieux véhicules ou de chariots de fortune. Chaque goutte d'eau ramenée au camp est traitée avec un respect quasi religieux. Pas question de gaspiller le moindre millilitre. Le concept de la douche, par exemple, y est totalement réinventé. Oubliez les longs bains relaxants ou les douches à haute pression de 20 minutes sous l'eau chaude. Ici, une douche complète se fait généralement avec moins de 5 litres d'eau au total. On utilise un système de pulvérisateur de jardin ou une simple bouteille percée.
On se mouille rapidement, on se savonne, et on se rince avec une économie de geste d'une précision chirurgicale. L'eau de rinçage est souvent récupérée dans une bassine pour être réutilisée pour nettoyer le sol ou pour arroser les quelques plantes rares qui tentent de pousser dans le sable. Pour l'énergie, c'est la même logique de débrouille et de récupération qui prévaut. Le soleil californien étant généreux, la plupart des résidents ont équipé leurs abris de panneaux solaires photovoltaïques récupérés, souvent d'occasion ou légèrement défectueux, qu'ils réparent eux-mêmes grâce à des connaissances en électronique partagées au sein du groupe. Ils associent ces panneaux à des parcs de vieilles batteries de voitures ou d'engins agricoles pour stocker l'énergie de la journée. Cette électricité DIY est précieuse. Elle suffit tout juste à alimenter quelques ampoules LED pour s'éclairer le soir, faire tourner un petit ventilateur pour supporter la chaleur ou recharger la batterie d'un ordinateur portable. L'économie locale, quant à elle, s'est naturellement affranchie du système bancaire traditionnel. L'argent en espèces circule peu, tout simplement parce que les gens n'en ont pas beaucoup, mais aussi parce que il n'a pas la même valeur symbolique ici. C'est le système du troc et de l'économie de la contribution qui fait tourner la machine. Vous avez besoin d'une réparation sur votre toit en tôle, mais vous ne savez pas bricoler. Pas de problème, vous allez voir votre voisin qui est un pro de la clé à molette, et vous lui proposez, en échange, de lui préparer un bon repas, de lui donner quelques litres d'essence ou de l'aider à nettoyer son campement le lendemain. Si vous recevez un surplus de nourriture ou de matériel d'aide humanitaire, la règle morale veut que vous le partagiez immédiatement avec ceux qui en ont le plus besoin, sous forme de dons ou de prêts à charge de revanche. C'est une économie humaine, basée sur la confiance mutuelle et sur la valeur réelle des services rendus, loin de la spéculation financière du monde extérieur. Quand la nuit tombe sur Slab City, le décor change radicalement de visage et l'ambiance devient presque mystique, mais aussi beaucoup plus inquiétante. Dès que le soleil passe derrière la ligne d'horizon, embrasant le ciel de teintes violettes et orangées d'une beauté à couper le souffle, la ville plonge instantanément dans une obscurité totale, une nuit d'encre que rien ne vient perturber puisqu'il n'y a aucun éclairage public. Les seuls repères visuels deviennent alors le scintillement des milliers d'étoiles de la Voie lactée, d'une netteté incroyable grâce à l'absence de pollution lumineuse, et les lueurs tremblotantes de quelques bougies, lampes à huile ou lumières solaires faiblardes qui s'allument à travers les fenêtres des caravanes. Le silence du désert s'installe, un silence profond, lourd, parfois interrompu par les hurlements lointains et glaciaux des coyotes qui rôdent dans les parages ou par le bruissement furtif des animaux nocturnes. Mais la nuit est aussi le moment où la vigilance des habitants doit redoubler. Sans la lumière du jour et sans force de l'ordre pour patrouiller, les risques d'incidents, de vols opportunistes, par des gens de passage ou d'intrusion d'animaux dangereux comme les crotales ou les scorpions, augmentent considérablement. Les résidents s'enferment dans leurs abris, ferment les verrous de leur caravane et comptent sur la garde vigilante de leurs chiens pour donner l'alerte au moindre bruit suspect. C'est une atmosphère à double tranchant, à la fois poétique et sauvage, qui rappelle à chaque instant que l'on vit dans un milieu qui n'a pas été domestiqué par l'homme. Ce qui rend Slab City véritablement unique et profondément attachant, c'est la diversité incroyable des êtres humains qui composent cette communauté. Chaque personne que vous croisez sur ces dalles de béton a une trajectoire de vie hors norme, un passé souvent lourd, marqué par des ruptures, des drames ou des prises de conscience radicales. C'est un véritable sanctuaire pour les âmes blessées, les révoltés et les idéalistes. Rencontrez Lily par exemple. C'était une artiste peintre prometteuse à Los Angeles, elle courait les galeries d'art, tentait de se faire un nom dans le milieu très fermé et ultra compétitif de la création contemporaine. Mais au fil des ans, elle s'est sentie complètement broyée par le système. Elle s'est rendue compte que son art n'était plus guidé par la passion ou par la recherche de la beauté, mais par la nécessité absolue de vendre, de plaire aux riches collectionneurs pour pouvoir payer son loyer astronomique et rembourser ses dettes. Elle avait l'impression de vendre son âme au diable. Un jour, elle a tout plaqué, elle a chargé ses pinceaux, ses tubes de peinture dans sa voiture et a mis le cap sur les slabs. Ici, elle a trouvé une seconde naissance, une liberté de création totale et sans compromis. Elle n'a plus d'argent pour acheter des toiles neuves en lin. Qu'à cela ne tienne, elle utilise le désert comme un atelier à ciel ouvert. Elle peint sur des matériaux de récupération, sur de vieilles portes de caravanes abandonnées, sur des boîtes de conserve rouillées, sur des morceaux de murs en béton militaire. Ses œuvres, colorées, vibrantes, pleines d'énergie, redonnent vie et dignité à ces objets délaissés, transformant le paysage aride en une galerie d'art alternative monumentale. Ici, vous dira-t-elle avec des yeux brillants de passion, personne ne vient me dire ce que je dois peindre ou combien vaut ma toile. Mon art est libre, gratuit, il appartient à tout le monde et à personne en même temps. J'ai enfin retrouvé le sens profond de ma vocation. Et puis il y a Tom,
un homme discret, au visage marqué par les épreuves, dont le regard semble toujours fixer un horizon lointain que lui seul peut voir. Tom est un vétéran de l'armée américaine. Il a été envoyé sur des théâtres d'opérations extérieures au Moyen-Orient. Il a connu l'enfer des combats, la perte de ses camarades et la violence brute de la guerre. Quand il est rentré au pays, le retour à la vie civile a été un désastre. Atteint d'un trouble de stress post-traumatique sévère, il ne supportait plus le bruit des villes, les sirènes d'ambulance qui le faisaient sursauter, la foule anonyme et les questions indiscrètes ou maladroites des gens du quotidien qui tentaient de comprendre ce qu'il avait traversé. Il se sentait totalement incompris, marginalisé, au bord du gouffre. C'est alors qu'il a entendu parler de Slab City. En arrivant ici, il a trouvé pour la première fois ce qu'il cherchait désespérément depuis des années, la paix de l'esprit. Dans cet espace immense, loin des jugements de la société et des regards inquisiteurs, Tom a pu se reconstruire dans la solitude et le silence thérapeutique du désert. Il a installé une petite tente isolée, à l'écart des autres campements. Son activité favorite, celle qui l'apaise plus que n'importe quel médicament, c'est de marcher pendant des heures au milieu de la nuit, sous la voûte céleste, seul avec ses pensées et le silence des étoiles. Le désert ne me demande rien, ne me juge pas, confie-t-il à demi-mot. Il m'accepte tel que je suis, avec mes fêlures et mes fantômes. Ici, j'ai retrouvé une forme de dignité et de calme intérieur que je croyais perdu à jamais. L'histoire de Sarah est tout aussi poignante, mais elle relève d'un autre type de combat, celui de la survie face à la violence humaine domestique. Sarah est une jeune femme qui a passé des années sous l'emprise d'un conjoint violent, subissant des agressions physiques et psychologiques quotidiennes qui avaient fini par détruire toute sa confiance en elle. Un soir, comprenant que sa vie était en danger immédiat, elle a pris son courage à deux mains, a profité d'un moment d'inattention de son bourreau pour s'enfuir avec pour seul bagage les vêtements qu'elle portait sur le dos. Elle a roulé droit devant elle, guidée par l'instinct de survie, cherchant un endroit où elle pourrait disparaître, où personne ne viendrait chercher une femme sans ressources. C'est ainsi qu'elle a échoué à Slab City. Au milieu de cette communauté chaotique, elle a trouvé une solidarité et une bienveillance qu'elle n'espérait plus. Les habitants l'ont accueillie sans lui poser de questions indiscrètes, lui ont fourni de la nourriture, des vêtements propres, et l'ont aidé à installer un petit espace sécurisé à l'intérieur d'un campement géré par d'autres femmes. À Slab City, personne ne sait qui je suis vraiment, quel est mon nom de famille ou d'où je viens, et c'est précisément ce anonymat total qui m'a rendu ma liberté, explique-t-elle avec une émotion contenue. J'ai pu poser mes bagages, arrêter de trembler au moindre bruit de pas derrière moi, et recommencer à respirer. Cet endroit a une réputation de dureté, mais pour moi, il a été un bouclier, un havre de paix protecteur au moment où j'en avais le plus besoin. Au milieu de toutes ces trajectoires d'adultes fracassés par la vie, il y a aussi une présence qui surprend souvent les visiteurs de passage, celle des enfants. Oui, il y a des enfants qui grandissent à Slab City, et leur enfance est radicalement différente de celle de tous les autres gamins des grandes villes modernes. Évidemment, dans la zone de non-droit, il n'y a pas d'école publique, pas de directeur d'établissement, pas de programme scolaire officiel, ni de examen à passer sur des bancs en bois, mais cela ne signifie pas pour autant que ces enfants grandissent dans l'ignorance ou l'oisiveté. Bien au contraire, leur école, c'est la vie elle-même, c'est le désert et la communauté qui leur servent de professeurs au quotidien. C'est une forme d'apprentissage par l'expérience directe, immersive et extrêmement pragmatique. Dès leur plus jeune âge, les enfants des Slabs apprennent des compétences de survie essentielles que la plupart des adultes citadins seraient bien incapables de maîtriser. Ils apprennent à lire les signes de la nature, à repérer les pistes des animaux dangereux pour les éviter, à économiser l'eau courante jusqu'à la dernière goutte, à entretenir et réparer des panneaux solaires ou à fabriquer des outils de base à partir de matériaux de récupération. Ils ne passent pas leur journée devant des écrans de tablettes ou de consoles de jeux vidéo de dernière génération. Ils fabriquent leurs propres jouets avec des morceaux de métal, des roues de poussettes abandonnées et des morceaux de bois flottés. Ils participent activement au projet artistique de la communauté, aident les adultes lors des repas collectifs et développent une maturité et un sens de la débrouille hors du commun. Quand vous discutez avec l'un de ces gamins du désert, vous êtes frappé par leur assurance et leur vision du monde. L'un d'eux racontait avec un grand sourire fiévreux qu'il ne regrettait absolument pas de ne pas aller à l'école comme les enfants des villes. Ici, disait-il, on apprend des choses vraies, utiles pour la vie. Et puis regarde ce ciel immense au-dessus de nous, il n'y a pas de toit, pas de limite. Plus tard, je veux devenir astronaute pour explorer les étoiles. Parce qu'à Slab City, on m'a appris qu'il n'y a aucune barrière à nos rêves, que tout est possible si on a la force de le vouloir. C'est une belle leçon de vie, qui montre que même dans le dénuement le plus total,
l'esprit humain conserve sa capacité d'émerveillement et d'ambition. Dans cette existence rude et épurée, les animaux de compagnie occupent une place centrale, presque sacrée, au sein de la communauté. Les chiens, les chats et les autres animaux de Slap City ne sont pas de simples compagnons d'agrément qu'on promène en laisse le dimanche après-midi. Ils sont des membres à part entière des familles du désert, des partenaires de survie indispensables. Dans un environnement aussi hostile et isolé, la présence d'un animal apporte un soutien psychologique et émotionnel inestimable, une présence vivante et aimante qui aide à briser la solitude parfois pesante des longues journées de canicule ou des nuits d'encre. Mais leur rôle va bien au-delà de la simple thérapie affective. Ils sont les premiers gardiens du temple, un système d'alarme naturel d'une efficacité redoutable. Les chiens, par exemple, développent un instinct de protection très poussé envers leur territoire et leur maître. Ils sont capables de détecter à distance l'approche d'un rôdeur mal intentionné dans l'obscurité de la nuit ou de signaler la présence d'un serpent à sonnette camouflé sous une tôle avant que l'homme ne pose le pied dessus. Linda, une résidente qui vit ici depuis de nombreuses années, parle de son grand chien croisé avec une dévotion touchante. « Vivre ici sans lui serait tout simplement impensable », vous dira-t-elle en lui caressant la tête. « Il fait partie de ma chair, de ma famille. Il veille sur moi quand je dors, il me prévient du danger, et dans les moments de doute où j'ai envie de tout abandonner, son regard me redonne la force de me battre. » Cette relation fusionnelle se traduit par des comportements de sacrifice étonnants de la part des habitants. Même lorsque les ressources en nourriture ou en eau sont au plus bas, que l'argent manque pour faire les courses à la ville, les résidents feront toujours passer le bien, être de leurs compagnons à quatre pattes avant le leur. Un autre habitant résumait cette philosophie d'un ton sans réplique, quitte à ce que mon assiette soit vide ce soir, mon chien mangera en premier. C'est une question d'honneur et de gratitude envers celui qui donne sa vie pour nous protéger sans jamais rien demander en retour. Il faut dire que survivre à Slap City, c'est accepter de mener une guerre de position permanente contre les éléments naturels, un corps quotidien, avec une nature qui n'a rien d'hospitalier. Le climat du désert est un monstre à deux visages, d'une violence extrême. Pendant la journée, la chaleur estivale est une agression physique directe. Une chape de plomb qui écrase les corps, dessèche les gorges en quelques minutes et met les organismes à rude épreuve. Les ventilateurs bricolés tournent à plein régime grâce à l'énergie solaire, mais ils ne font souvent que brasser un air brûlant, semblable à celui d'un four en pleine cuisson. Les habitants doivent rivaliser d'ingéniosité pour maintenir une température supportable à l'intérieur de leurs habitations, recouvrant les toits de caravanes de bâches réfléchissantes, creusant des abris semi-enterrés ou installant des systèmes de brumisation artisanaux alimentés par de petites pompes à eau. Mais dès que le soleil disparaît, le monstre change de masque. Les températures chutent de manière vertigineuse en l'espace de quelques heures, et le froid glacial du désert s'infiltre partout, à travers les fentes des portes et les toiles des tentes. Il faut alors empiler les couvertures en laine, allumer de petits poêles à bois alimentés par des branches d'arbres morts ramassées dans les environs, ou se rassembler autour de grands feux collectifs pour réchauffer les membres engourdis. À cela s'ajoute la menace permanente de la faune sauvage locale, qui considère à juste titre que l'homme est un intrus sur son territoire. Les scorpions se glissent volontiers à l'intérieur des chaussures restées dehors, les veuves noires tissent leurs toiles mortelles dans les recoins sombres des abris en bois, et les crotales traversent régulièrement les chemins sablonneux de la ville à la recherche d'un coin d'ombre ou de nourriture. Les habitants doivent développer une attention visuelle permanente, une vigilance de chaque seconde pour éviter l'accident dramatique, sachant que les premiers secours médicaux se trouvent à une distance considérable et qu'une morsure de serpent non traitée à temps peut s'avérer fatale. Survivre ici demande donc une endurance physique hors norme, mais surtout une force mentale à toute épreuve, une capacité à accepter la précarité et le danger comme faisant partie intégrante du prix à payer pour être libre. Pourtant, malgré toutes ces difficultés et cette tension permanente, Slap City sait aussi faire la fête et célébrer la joie d'être ensemble. Et le moment fort de cette communion joyeuse se déroule chaque samedi soir dans un lieu mythique de la communauté, une véritable institution culturelle appelée The Range. Imaginez une grande scène de spectacle en plein air, entièrement construite à la main par les résidents, avec des planches de bois de récupération, des morceaux de palettes, de vieilles tôles de hangars militaires et décorée de guirlandes lumineuses multicolores d'un autre âge, alimentées par un vieux générateur à essence qui tourne en pétaradant à l'arrière. C'est le centre culturel, le cabaret populaire du désert. Chaque samedi soir, dès que la nuit est bien installée, des dizaines de personnes de tous âges, des résidents permanents endurcis aux snowbirds de passage en passant par quelques curieux venus des villes voisines, se rassemblent devant cette scène de fortune. L'ambiance est survoltée, chaleureuse, électrique. Des musiciens de la communauté,
Professionnels déchus ou amateurs talentueux montent sur les planches avec de vieilles guitares acoustiques un peu désaccordées par la chaleur, des banjos ou des batteries de récupération, et commencent à jouer des morceaux de blues, de country ou des compositions originales qui racontent la vie rude des Slavs. Les gens chantent en chœur, les corps se déhanchent dans le sable autour d'un immense feu de joie qui projette de grandes ombres dansantes sur le sol en béton. Un poète d'un soir monte sur scène pour déclamer un texte enflammé sur la liberté. Un jongleur fait tourner des torches de feu sous les applaudissements nourris de la foule. The Range est bien plus qu'un simple lieu de divertissement ou de beuverie nocturne. C'est un espace sacré de catharsis collective, un exutoire indispensable où chacun vient déposer le fardeau des difficultés de la semaine pour se ressourcer au contact de la chaleur humaine et de l'énergie créatrice du groupe. À la fin de la nuit, quand les dernières notes de musique s'éteignent dans l'air frais du désert et que le générateur s'arrête enfin, les gens regagnent leur campement le cœur léger, habités par un sentiment de fierté et d'appartenance renforcée, prêts à affronter une nouvelle semaine de combat quotidien. Malheureusement, ce tableau contrasté mais vibrant de liberté absolue est aujourd'hui assombri par de lourdes menaces environnementales et politiques qui pèsent sur l'avenir même de Slab City, mettant en péril la pérennité de cette communauté hors norme. Le premier problème, majeur et visible, concerne la gestion des déchets. En l'absence totale de services municipaux de ramassage des ordures, de déchetterie ou de systèmes d'assainissement des eaux usées, l'accumulation des détritus ménagers est devenue une source de pollution critique pour l'écosystème fragile du désert. Si certains habitants consciencieux font l'effort de charger leurs déchets dans leurs véhicules pour aller les jeter légalement dans les bennes des villes voisines, beaucoup d'autres cèdent à la facilité et se contentent de brûler leurs déchets directement sur place, dégageant des fumées toxiques de plastique brûlé qui polluent l'air de la vallée, ou abandonnent simplement leurs sacs poubelles à la périphérie des camps, créant de véritables décharges sauvages qui attirent les nuisibles et polluent les nappes phréatiques superficielles. Mais la menace la plus existentielle pour Slab City vient du monde politique et économique extérieur. Le terrain sur lequel est installée la ville appartient toujours officiellement à l'État de Californie, qui a fermé les yeux pendant des décennies sur cette occupation illégale, considérant sans doute que cet endroit servait de soupape de sécurité sociale pour des populations marginales dont personne ne savait quoi faire. Mais les temps changent. Avec la pression démographique croissante en Californie, le développement du tourisme alternatif et l'intérêt grandissant pour les énergies renouvelables, comme le solaire ou la géothermie, dont la région est riche, les autorités gouvernementales commencent à regarder ce territoire d'un autre œil. Des projets d'aménagement public, de vente des terrains à des promoteurs privés ou de transformation de la zone en parc naturel officiel, avec contrôle strict et interdiction du camping sauvage, sont régulièrement évoqués dans les bureaux de Sacramento. Ces développements sonneraient le glas de Slab City, l'intrusion brutale du monde moderne, des règles d'urbanisme et de la propriété privée, détruisant instantanément l'essence même de cet espace de liberté radicale. Face à cette perspective, la communauté commence à s'organiser, à créer des associations de défense pour faire entendre sa voix, prête à mener une bataille juridique et politique acharnée pour préserver son mode de vie. C'est notre maison, notre terre d'asile, résume un habitant d'un ton déterminé, le regard durci par la perspective du combat. Nous n'avons nulle part ailleurs où aller. C'est ici que nous avons choisi de vivre libres, et nous ne laisserons personne nous arracher ce droit sans nous battre jusqu'au bout. Pour conclure ce voyage initiatique au cœur des Slavs, il est indispensable de s'arrêter sur une notion fondamentale qui prend ici un sens totalement inédit et bouleversant, celle du chez-soi. Dans notre société moderne, la conception traditionnelle d'une maison est intimement liée à des critères matériels et financiers précis. Un espace délimité par 4 murs en briques ou en parpaing, un toit en tuiles, un titre de propriété dûment enregistré chez un notaire, un compte bancaire débité chaque mois pour rembourser un crédit sur 25 ans, et un ensemble de meubles standardisés achetés dans de grandes enseignes de décoration. À Slab City, tout ce modèle bourgeois s'effondre pour laisser place à une réinvention totale de l'espace de vie, une approche purement créative, minimaliste et viscéralement personnelle. Ici, votre chez-soi n'est pas déterminé par ce que vous possédez, mais parce que vous êtes capable de créer de vos propres mains à partir de rien. Les habitations des Slavs sont de véritables œuvres d'art architectural alternatives, des structures vivantes qui reflètent de manière brute la personnalité, le parcours et les compétences de survie de leurs propriétaires. On construit son abri en assemblant une vieille caravane démenée, une carcasse de voiture hors d'usage qui sert de chambre à coucher d'appoint, des morceaux de bois flottés ramassés au bord de la mer de Salton toute proche,
et des plaques de métal ondulées récupérées sur des sites industriels désaffectés. L'intérieur de ces demeures improvisées est souvent d'un minimalisme extrême, conçu uniquement pour répondre aux besoins vitaux fondamentaux, dormir à l'abri du vent, cuisiner un repas sommaire sur un réchaud à gaz et stocker les bidons d'eau précieux. Mais ce dénuement est transcendé par une créativité décorative débordante. On installe des rideaux colorés fabriqués à partir de vieux morceaux de tissu bariolé. On fabrique des étagères de rangement originales avec des boîtes de conserve nettoyées et empilées. Et on décore les abords du campement avec des sculptures improbables composées d'ossements d'animaux blanchis par le soleil, de bouteilles de verre colorées, qui jouent avec la lumière du jour et d'objets hétéroclites trouvés au fil des marches dans le désert. Chaque campement est unique, chargé d'une âme et d'une poésie brute que vous ne trouverez jamais dans les lotissements standardisés de nos banlieues occidentales. C'est peu être ça la plus grande leçon de Slab City. Elle nous rappelle avec force que le véritable confort ne réside pas dans l'accumulation d'objets matériels ou dans la sécurité illusoire d'un contrat de propriété, mais dans la capacité de l'être humain à s'approprier un espace, à y projeter sa propre identité et à y vivre en parfaite adéquation avec ses valeurs profondes de liberté et d'autonomie. Slab City n'est certainement pas un paradis sur Terre, c'est un endroit dur, violent, précaire, qui pousse les hommes dans leur dernier retranchement physique et psychologique. Ce n'est pas un mode de vie qui convient à tout le monde et la plupart d'entre nous seraient bien en peine d'y survivre plus de quelques jours. Mais l'existence même de cet ovni sociologique est indispensable. Elle agit comme un miroir critique face à nos propres vies, une preuve vivante et vibrante qu'en marge de la machine sociale globale qui tend à tout uniformiser, il existera toujours des espaces de résistance brute où l'humain peut choisir de tout réinventer, de vivre libre, sans loi, mais avec dignité, au cœur du magnifique et impitoyable désert,